Bonjour, bienvenue à la séance intitulée « Introduction au cancer de la prostate et aux options de traitement primaire ». Avant de commencer mon exposé, j'aimerais vous donner quelques renseignements généraux sur le programme de soins de soutien du cancer de la prostate. Le programme PCSC, établi en janvier 2013, est principalement financé par des dons philanthropiques. Nous sommes toutefois extrêmement reconnaissants du soutien généreux que nous avons reçu des organisations gouvernementales et non gouvernementales dans le passé. Le programme PCSC est composé de 8 modules différents qui abordent différents sujets ayant trait au cancer de la prostate. Ce module est le premier de 8 modules et s'intitule « Introduction au cancer de la prostate et aux options de traitement primaire ». Plus loin dans cette présentation, je parlerai plus en détail des autres modules et de la manière dont ils peuvent vous aider pendant et après le traitement. La présentation d'aujourd'hui portera sur les sujets suivants. Tout d'abord, l'anatomie de la prostate et le cancer de la prostate. Nous allons ensuite passer en revue les options de traitement disponibles en Colombie-Britannique pour les patients atteints du cancer de la prostate. Enfin, nous présenterons un aperçu du programme PCSC et des différents modules. Aujourd'hui, nous allons discuter du cancer de la prostate. Où se trouve la prostate? La prostate se situe assez profondément dans le pelvis. Elle est située entre la vessie et l'urètre. En fait, l'urètre traverse la prostate. Elle se trouve juste sous l'os pubien et juste devant le rectum. Nous savons que le cancer de la prostate est une maladie très courante et affecte 1 homme sur 9 au cours de sa vie. Il s'agit d'une maladie qui évolue lentement chez la plupart des hommes, mais qui peut s'aggraver avec le temps. Cependant, si le cancer de la prostate est détecté alors qu'il est encore dans la glande prostatique, le taux de survie est proche de 100% si vous êtes traité. Alors, quels sont les facteurs de risque du cancer de la prostate? Nous savons que l'âge plus avancé constitue un facteur de risque. La race est également un facteur de risque, les patients afro-américains présentant un risque plus élevé de cancer de la prostate que les patients asiatiques. L'histoire familiale est également un autre facteur de risque. Nous utilisons l'antigène prostatique spécifique, également connu sous le nom d'APS, pour dépister le cancer de la prostate. L'APS est une enzyme normale produite par la prostate. Normalement, cette enzyme liquéfie le liquide séminal, important pour la fertilité, et elle est présente dans le sang de tous les hommes qui ont une prostate. Cependant, dans le cas du cancer de la prostate, l'APS peut être élevé. Nous utilisons l'APS comme marqueur du cancer de la prostate. Alors, comment l'utilisons-nous? Eh bien, nous l'utilisons en combinaison avec ce que l'on appelle le toucher rectal, aussi appelé TR. Le toucher rectal consiste à examiner la prostate à la recherche de masse ou de bosse. Nous utilisons à la fois l'APS et le toucher rectal pour dépister le cancer de la prostate. Cependant, il est bien connu qu'il y a d'autres facteurs qui contribuent à l'augmentation du taux d'APS, tels que l'inflammation, les traumatismes et l'hypertrophie bénigne de la prostate. L'APS est utilisé comme outil de dépistage, mais ce n'est pas un outil parfait dans ce contexte. Par contre, si vous recevez un traitement contre le cancer de la prostate, l'APS devient un très bon marqueur pour le suivi du cancer de la prostate, s'il en reste. En comparaison au dépistage, l'utilisation de l'APS pour le suivi de la maladie est un test très fiable après que les hommes ont été diagnostiqués et traités pour un cancer de la prostate. En fait, après l'opération, l'APS devrait être totalement indétectable. Après la radiothérapie, l'APS peut devenir indétectable ou se stabiliser à de faibles niveaux. Nous utilisons donc l'APS ainsi que d'autres outils pour évaluer les meilleures options de traitement pour vous. Si vous êtes diagnostiqué avec un cancer de la prostate, nous utilisons le stade T, qui évalue la taille et l'étendue de la tumeur. Le groupe Gleason, qui est le diagnostic pathologique au microscope après une biopsie. La valeur de l'APS, si elle est supérieure à 10, le risque est beaucoup plus élevé. Et un score CAPRA, qui utilise ces informations en plus de l'âge, du nombre de carottes ou le nombre d'échantillons prélevés lors de la biopsie pour calculer le risque de récidive après le traitement. En examinant plus en détail ces caractéristiques, nous utilisons la stratification tumorale, ou T, pour évaluer l'étendue de la maladie. Au toucher rectal ou sur une chirurgie préalable, telle que la résection transurétrale de la prostate, nous pouvons effectivement déterminer à quel point la maladie est étendue. Si le cancer n'est qu'un petit nodule sur un côté de la prostate, il s'agit d'une maladie de stade CT2A. En revanche, si la maladie a atteint les vésicules séminales
et qu'elle est perceptible au toucher rectal, il s'agit d'une maladie beaucoup plus étendue et d'un stade de cancer T3B. Cela permet de déterminer le meilleur traitement pour les patients. Une caractéristique très importante est ce que les pathologistes voient au microscope dans l'échantillon de biopsie. Ils examinent le tissu et voient à quel point il est différencié. S'il est différencié et qu'il ressemble à des glandes prostatiques, on pense qu'il s'agit d'un grade 1 de Gleason. En revanche, s'il n'est pas bien différencié et qu'il a un aspect très cancéreux, cet aspect rouge sur la diapositive, il s'agit alors d'un cancer très grave ou agressif, de grade Gleason 5. Les grades de Gleason attribués en contexte de cancer sont généralement 3, 4 ou 5. Les pathologistes examinent ces données et rapportent le score de Gleason, en combinant le grade de cancer le plus courant et le deuxième grade de cancer le plus courant sur l'échantillon de biopsie. Par exemple, si le grade 3 est le plus courant et le grade 4 le deuxième plus courant, il s'agirait d'une maladie de grade 3 plus 4. Le score final de Gleason est la somme de ces deux chiffres, soit 7. Ce score est très important pour déterminer l'agressivité du cancer et mieux vous guider pour les options de traitement. En effet, les patients qui ont un score de Gleason 3 plus 3, équivalent à un groupe de Gleason 1, ont de très bonnes chances de vivre longtemps avec un cancer de la prostate après une prostatectomie radicale. En revanche, pour les patients qui ont un score de Gleason 9 ou 10, équivalent à un groupe de Gleason 5, les chances de survie sont malheureusement beaucoup plus faibles. Néanmoins, il est toujours bon si la maladie est localisée à la prostate. D'autres informations figurent sur le rapport de biopsie ou de pathologie. Le nombre de carottes prélevées ou le nombre d'échantillons prélevés sur la prostate. Évidemment, cela dépend de la taille de votre prostate. La majorité des gens ont 8 ou 9 carottes prélevées. Le pathologiste inclut dans son rapport le nombre de carottes totales, ainsi que le nombre de carottes positives pour du cancer, le pourcentage de maladies dans chacun des échantillons, et la localisation de la ou des carottes positives, ce qui est important pour déterminer la meilleure façon de procéder à une chirurgie de préservation des nerfs à proximité du cancer. Ces caractéristiques nous aident vraiment à déterminer le risque de cancer de la prostate et le risque de récidive après le traitement. Nous utilisons la classification par groupe de risque pour vous conseiller sur les options de traitement les plus appropriées. Il s'agit des groupes de risque suivants: très faible, faible, intermédiaire, élevé et très élevé. Le groupe de risque est basé sur le stade T, le score de Gleason, l'APS, ainsi que d'autres caractéristiques, telles que ce que nous appelons la densité de l'APS. Par exemple, si l'on vous diagnostique avec une maladie à très faible ou faible risque, la surveillance active est la principale forme de traitement, bien que la prostatectomie radicale ou la radiothérapie demeurent d'autres options. Dans le cadre d'une maladie à risque intermédiaire, nous pensons que la maladie vous emportera au cours des 10 prochaines années si non traitée. C'est pourquoi nous suggérons un traitement actif, qu'il s'agisse soit d'une prostatectomie radicale ou d'une radiothérapie, et dans des rares cas, d'une surveillance active. Dans le cas d'une maladie à haut risque, il arrive que les patients subissent non seulement une radiothérapie ou une prostatectomie, mais aussi ce que l'on appelle une thérapie de déprivation androgénique ou hormonothérapie. Il s'agit d'une injection qui réduit le taux de testostérone dans votre corps, ce qui affame les cellules cancéreuses et les met en sommeil. En cas de maladie à très haut risque, nous recommandons souvent la TPA, ou thérapie de privation androgénique, et parfois nous la pratiquons seule, sans prostatectomie ni radiothérapie. Ce n'est pas nécessairement la solution préférée, car ce n'est pas une option curative. Au lieu de cela, elle contrôle les cellules cancéreuses de la prostate. La majorité des hommes sont diagnostiqués avec un cancer de la prostate, lorsqu'il est localisé à la prostate. En d'autres termes, lorsque rien n'indique que le cancer s'est propagé au-delà de la prostate, on considère qu'il est localisé. La raison pour laquelle cela est important est que si la maladie se situe uniquement dans la prostate, elle peut être traitée, guérie, et chez la plupart des hommes, nous disposons d'un certain temps pour déterminer quelle est la meilleure option de traitement. Maintenant, je passerai en revue certaines options de traitement pour le cancer de la prostate localisé. Je vais évoquer la surveillance active, la prostatectomie et plus tard, la radiothérapie. Qu'est-ce que la surveillance active? La surveillance active implique qu'on a diagnostiqué chez vous un cancer de la prostate de faible ou de très faible risque et que nous vous surveillons. Par conséquent, aucun traitement actif n'est amorcé pour l'instant, parce que le risque de propagation du cancer et de décès est très faible.
Toutefois, les patients sous surveillance active devront effectuer des touchés rectaux et des dosages de l'APS tous les 3 à 6 mois. Nous répétons la biopsie dans les 12 à 18 mois, puis de manière intermittente, en fonction de certaines caractéristiques que nous examinons. L'IRM joue un rôle de plus en plus important dans l'évaluation de la prostate dans ce contexte. C'est pourquoi, parfois entre 12 et 18 mois, nous demandons une IRM de la prostate pour voir s'il y a des zones suspectes, et nous pouvons alors procéder à une biopsie ciblée au besoin. Voici un exemple d'IRM de la prostate. Vous pouvez voir que dans une prostate normale, la glande a un aspect homogène ou très similaire. Mais sur la diapositive anormale, vous voyez dans le cercle une extension de ce qui semble être une anomalie ou un cancer de la prostate à l'extérieur de la glande prostatique. L'IRM joue un rôle crucial dans la surveillance de la croissance du cancer et l'identification des zones suspectes, mais elle ne permet pas de diagnostiquer directement le cancer de la prostate. Après une IRM, une biopsie est nécessaire pour évaluer avec précision l'agressivité d'un éventuel cancer. Environ 10% des hommes sous surveillance active finissent par avoir besoin d'un traitement, généralement en raison de critères spécifiques, tels qu'une augmentation significative du taux d'APS ou des changements dans les résultats de l'examen de la prostate, comme la détection de nouveaux nodules ou d'une extension. En outre, si une biopsie révèle une augmentation du score de Gleason, par exemple de 3+3 à 3+4, ou un volume de cancer plus important, comme une lésion PIRAS 4 ou 5, il devient nécessaire de passer de la surveillance active au traitement. En outre, pour certains patients, il est préférable d'opter pour des traitements définitifs, tels que l'ablation de la prostate ou la radiothérapie, ce qui constitue une autre raison de renoncer à la surveillance active. Je vais maintenant parler un peu de la prostatectomie pour les cancers de prostate localisés. Les options chirurgicales pour la prostatectomie comprennent l'approche chirurgicale ouverte, l'approche chirurgicale robotisée et l'approche chirurgicale laparoscopique. Dans tous les cas, une anesthésie générale est nécessaire et l'opération dure entre 1h30 et 4 à 5 heures. Dans toutes ces opérations, nous essayons de préserver les nerfs de la prostate dans la mesure du possible, car cela permet de préserver la fonction érectile et la continence. Mais si la tumeur est trop importante, nous préférons resserrer le cancer plutôt que de préserver ses nerfs. Nous savons que rien ne prouve que la chirurgie robotique est supérieure à la prostatectomie radicale ouverte en termes de survie. Mais il existe des moyens de les comparer et de les opposer pour vous aider à prendre une meilleure décision et à choisir la meilleure option pour vous. La chirurgie laparoscopique est actuellement pratiquée dans la province, mais nous savons qu'il y a de plus en plus de robots dans la province, ce qui pourrait changer les options chirurgicales pour vous à l'avenir. En ce qui concerne les incisions chirurgicales, dans le cas d'une approche ouverte, il y a une incision médiane inférieure sous le nombril ou l'ombilic, au-dessus de l'os pubien, d'une longueur de 7 à 12 cm environ. En revanche, pour la chirurgie laparoscopique ou robotique, nous avons besoin de trocars pour les bras du robot. Il s'agit donc d'incisions beaucoup plus petites, mais il y en a plusieurs dans l'abdomen. L'ablation de la prostate, ou prostatectomie, consiste à resserrer chirurgicalement la prostate et recoudre la vessie à l'urètre. Aujourd'hui, votre séjour à l'hôpital est d'environ 1 à 2 jours. L'inconfort est minime à modéré et nécessite du Tylenol ou de l'Advil pour contrôler la douleur, ainsi qu'un narcotique occasionnel tel que l'hydromorphone. Un cathéter est laissé en place lorsque nous cousons la vessie à l'urètre pour faciliter la cicatrisation. Ce cathéter, visible sous la forme d'une poche de drainage, contient un ballonnet qui retient la vessie et qui reste en place pendant 1 à 2 semaines avant d'être retiré. En outre, une période de récupération de 3 à 6 semaines est généralement recommandée, au cours de laquelle il convient d'éviter de soulever des charges lourdes. Cependant, il est important de marcher après l'opération pour faire bouger vos intestins, afin de favoriser le transit intestinal et de vous aider à contrôler la douleur. Nous savons que toutes ces approches chirurgicales sont très bien tolérées. Le temps de rétablissement est de 4 à 8 semaines dans la plupart des cas. Nous prélevons en même temps les ganglions lymphatiques pour voir si le cancer s'y est propagé. Et le pathologiste examine en détail tous les ganglions lymphatiques et toute la prostate, afin de mieux déterminer l'agressivité du cancer et le risque de récidive. L'ablation de la prostate présente des avantages à long terme, ainsi que des avantages psychologiques à court terme. D'autres traitements sont parfois nécessaires après l'ablation de la prostate,
comme la radiothérapie avec ou sans hormonothérapie. Et cela principalement s'il reste du tissu de cancer de prostate après la chirurgie, ce que l'on peut déterminer sous forme de marche positive à la pathologie, ou si le cancer s'est propagé aux vésicules séminales ou aux ganglions lymphatiques au moment de l'intervention chirurgicale. La prostatectomie présente un avantage par rapport à la radiothérapie chez les patients qui présentent déjà des symptômes d'hyperplasie de la prostate, également connue sous le nom d'hyperplasie bénigne de la prostate. Par conséquent, si vous avez des problèmes de diminution du jet, des difficultés à vider la vessie, ou si vous devez vous lever fréquemment la nuit pour uriner et que cela vous gêne, la prostatectomie est peut-être une meilleure option pour vous que la radiothérapie. Cela dit, il existe de nombreux aspects propres à chaque modalité de traitement qui doivent être pris en compte dans la décision que vous prendrez quant au type de soins à prodiguer. En ce qui concerne la prostatectomie robotisée, le système chirurgical Da Vinci est disponible à l'Hôpital général de Vancouver et de nouveaux systèmes sont en cours d'installation dans toute la province pour la prostatectomie robotisée. Cela permet aux chirurgiens d'utiliser la visualisation 3D et de diriger les instruments à partir d'une console. Vous pouvez voir sur cette image ces petites mains robotisées qui dissèquent les plans tissulaires, ce qui permet une bonne visualisation. Si l'on compare avec la chirurgie ouverte, on sait que le séjour à l'hôpital est légèrement plus court, bien que la chirurgie ouverte est déjà un séjour hospitalier assez court. Avec la prostatectomie robotisée, il est possible de récupérer plus rapidement le contrôle urinaire ou la continence. Cela dit, les résultats à long terme sont équivalents. La nécessité d'une transfusion sanguine est très rare, à moins que dans le cas d'une prostatectomie ouverte, et il existe un risque rare de sténose du col de la vessie. Le risque est particulièrement plus faible avec l'approche robotique qu'avec l'approche ouverte. Une sténose du col de la vessie est un tissu cicatriciel qui se forme lorsqu'on coud l'urètre à la vessie. Et cela ne concerne qu'une très faible proportion d'hommes. Mais il faut une autre intervention chirurgicale pour ouvrir ce tissu cicatriciel. Quelles sont donc les ramifications à long terme de la chirurgie? Les troubles de l'érection sont manifestement un sujet qui tient à cœur la plupart des patients. Cela dépend évidemment de votre âge et de votre niveau de fonctionnement avant l'opération. Nous savons que les hommes jeunes ayant des érections complètes ont de meilleures chances de se remettre complètement d'une dysfonction érectile. Mais nous savons aussi que l'impact de la dysfonction érectile est très important immédiatement après l'opération et que la fonction érectile peut s'améliorer avec le temps. Et si une préservation de nerfs est effectuée, la prise quotidienne de Cialis peut aider à retrouver une fonction érectile. Un autre résultat ou effet secondaire important de la chirurgie est l'incontinence. La plupart des hommes souffrent d'incontinence juste après l'opération. Lorsque le cathéter est retiré, vous devriez avoir des serviettes pour l'incontinence. Cela dit, nous savons que la pratique des exercices de Kegel avant et après l'opération, en particulier sous la direction d'un physiothérapeute du plancher pelvien formé dans ce domaine, peut contribuer à améliorer la continence au fil du temps. En effet, seul un homme sur 10 continue à souffrir d'incontinence, en particulier en cas d'activité, de mouvement et de toux après 1 an. Et la perte totale de contrôle est très rare. Dans ces circonstances, il existe d'autres interventions chirurgicales que nous pouvons pratiquer pour vous aider à assurer la continence urinaire si elle est très gênante. Parmi les autres effets secondaires rares de la chirurgie, citons la nécessité d'une transfusion sanguine en raison d'une hémorragie et la cicatrisation ou sténose du col de la vessie dont j'ai parlé et qui nécessite une autre intervention chirurgicale pour vous aider à uriner. Dans de très rares circonstances, un trauma rectal peut survenir au cours d'une intervention chirurgicale, ce qui est dévastateur si cela se produit. Et maintenant, nous allons parler des options de traitement par radiothérapie disponibles pour le cancer de la prostate. Alors, comment fonctionne la radiothérapie? En fait, l'irradiation interfère avec l'ADN des cellules cancéreuses, et lorsque l'ADN est endommagé, les cellules cancéreuses tentent de se diviser. Et lorsqu'elles le font, elles finissent par mourir. Les cellules cancéreuses ne peuvent pas se réparer aussi bien que les cellules normales. Les cellules normales sont donc capables de se réparer entre les fractions de la radiothérapie, ce qui n'est pas le cas des cellules cancéreuses. Il existe différentes méthodes de radiothérapie, à la fois la radiothérapie externe, la radiothérapie interne
appelée curithérapie, et une nouvelle technique appelée radiothérapie stéréotaxique corporelle ou RSC. Nous allons aborder chacune d'entre elles. Tout d'abord, nous recommencerons par la radiothérapie externe. Il s'agit essentiellement de rayons X à haute énergie émis par un accélérateur linéaire. Vous pouvez voir sur l'image un patient sur une table et une grosse machine tournant autour de lui et délivrant des rayons X à chaque angle. Pour recevoir ce traitement, vous devez passer une tomodensitométrie pour planifier les radiations, ce qu'un radio-oncologue fera pour vous. Vous pouvez voir que les images du bas sont des exemples d'utilisation de la tomodensitométrie pour planifier la radiothérapie en fonction de l'anatomie de chaque individu. Techniquement, avec la radiothérapie externe, il s'agit de traitements quotidiens qui peuvent avoir lieu du lundi au vendredi, sans week-end ni vacances, pour un nombre de traitements compris entre 20 et 40, en fonction de votre situation particulière de cancer de la prostate. Quels sont donc les effets secondaires de la radiothérapie externe? On peut distinguer les effets secondaires précoces, qui surviennent pendant le traitement ou peu après, et les effets secondaires tardifs, qui se manifestent des mois ou des années plus tard. Pendant le traitement, ceux-ci sont généralement bien tolérés, mais les hommes peuvent ressentir de la fatigue. La radiation peut interférer avec la vessie et l'intestin. Vous pouvez présenter des symptômes d'irritation qui se traduisent par une difficulté à vider la vessie ou une envie pressante d'uriner. Vous pouvez aussi avoir des selles plus molles en raison de l'irritation du rectum. En général, ces symptômes s'accumulent au cours de la radiothérapie externe et durent une semaine ou deux avant de s'atténuer. Il faut également tenir compte du fait que la fonction érectile peut diminuer au cours des 6 premiers mois suivant le traitement, avant de se rétablir éventuellement. Par la suite, les hommes sont sujets à un déclin de leur fonction érectile lié à l'âge. En ce qui concerne les effets à long terme de la radiation ou les effets tardifs, les individus peuvent développer des changements chroniques dans leurs habitudes intestinales et vésicales, affectant environ 10 à 20 % des hommes à long terme. Le risque de provoquer une inflammation entraînant une hémorragie de la vessie ou du rectum est rare. Le risque de fuite ou d'incontinence est généralement assez rare avec la radiothérapie. Pour ce qui concerne la curithérapie, qui se résume essentiellement à un traitement par radiation interne, il existe différentes manières de procéder. Mais dans le cas présent, il s'agit d'insérer dans la prostate des grains qui émettent lentement des radiations au fil du temps. Pour ce faire, nous procédons à une échographie dans cette position, les jambes étant placées dans les étriers surélevés. Nous introduisons un ultrason dans le rectum et obtenons des images détaillées de la prostate. Puis, nous planifions une certaine disposition des grains en fonction de l'anatomie de votre prostate. Et habituellement, il s'agit d'une procédure d'1 jour. Vous venez, vous rencontrez un anesthésiste. Vous vous endormez ou subissez une anesthésie spinale. La procédure peut durer de 2 à 3 heures en fonction de sa complexité. Les patients peuvent ensuite rentrer chez eux. Il existe 2 types de curithérapie, je vais en parler. Il existe un implant permanent appelé curithérapie à faible débit de dose ou FDD. Il existe également l'implant temporaire qui consiste en des cathéters à plus forte dose, appelé curithérapie à haut débit de dose ou curithérapie HDD. Voici quelques exemples de chacun. À gauche, il y a le FDD ou faible débit de dose. Encore une fois, c'est un implant permanent. En fonction de la taille de votre prostate, il peut y avoir 70 à 130 grains radioactifs enrobés de titane. Ils sont beaucoup plus petits qu'un grain de riz et contiennent une substance radioactive dont la demi-vie est d'environ 60 jours. Une fois les grains placés dans la prostate, la moitié de la radiation est délivrée dans les 60 jours, puis 85 % dans les 6 mois. Ces grains restent en place de manière permanente et aucune activité de rayonnement n'est détectée après environ 1 an. Les patients reçoivent une carte leur permettant de voyager par avion, mais la prudence est de mise en cas de contact prolongé, en particulier avec des nourrissons ou des bébés. Toutefois, les contacts à court terme et temporaires sont considérés comme tout à fait sûrs. Il est tout à fait possible de participer à des activités publiques, de partager un lit avec son conjoint et d'avoir des contacts étroits sans aucune inquiétude. En ce qui concerne la curithérapie HDD, qui signifie à haut débit de dose, elle diffère de la curithérapie par implantation de reins radioactifs
car elle n'implique pas l'insertion de grains. Au lieu de cela, environ 16 cathéters sont insérés dans la prostate, pendant que le patient est sous anesthésie. À l'intérieur de ces cathéters, une source radioactive se déplace vers différentes positions dans la prostate, délivrant des radiations selon un plan prédéterminé. Ce processus prend généralement 20 à 30 minutes après la procédure. À la fin, tous les cathéters sont resserrés et le patient se réveille, sans qu'il n'y ait plus rien à l'intérieur de la prostate. Dans certains cas, 2 traitements peuvent être nécessaires, en particulier pour les patients qui ne subissent qu'une curithérapie sans traitement supplémentaire, telle qu'une radiothérapie externe. Il s'agit d'une considération importante à prendre en compte pour les patients. Quels sont donc les effets secondaires de la curithérapie, qu'elle soit FDD ou HDD? Par rapport à la radiothérapie externe, la curithérapie provoque généralement des effets secondaires urinaires, un peu plus graves que la radiothérapie externe, qui peut être plus douce. La raison en est que nous obtenons une dose plus élevée de radiation dans la prostate, car nous n'avons pas à traverser le corps. Mais grâce à cela, les taux de contrôle du cancer sont assez bons. Mais quelles sont les choses que vous pouvez expérimenter? Vous pouvez souffrir de fréquences et d'urgences urinaires et parfois d'une douleur brûlante lorsque vous urinez. Et cela peut durer plusieurs mois avec la curithérapie à faible débit de dose, car ces grains émettent des radiations sur une période plus lente. Après l'intervention, il existe un risque de 5 à 10 % de nécessiter la réintroduction d'un cathéter dans l'urètre. En général, il s'agit d'une situation temporaire et le risque n'est pas très élevé. Environ 15 % des hommes peuvent avoir leur fonction se dégrader au bout d'1 à 2 ans, mais ce chiffre passe à 5 % après 3 ans. Les risques à long terme, comme une sténose, c'est-à-dire un rétrécissement de l'urètre à cause de tissus cicatriciels, sont faibles. Le risque d'effets secondaires au niveau du rectum, soit des selles molles, soit une hémorragie rectale ou un ulcère nécessitant une intervention chirurgicale, est également faible. Quant à la fonction érectile, elle est généralement préservée par la curithérapie dans une proportion allant de 30 à 90 %. Et cela dépend en grande partie de votre fonction avant le traitement et de votre âge. Par rapport à la FDD, la curithérapie à HDD, grâce à la dose délivrée beaucoup plus rapidement, le profil des effets secondaires est très similaire. Les effets secondaires ont tendance à se manifester un peu plus tôt, mais ils disparaissent aussi plus rapidement parce que la dose est déjà administrée dans un laps de temps beaucoup plus court. En effet, la radiothérapie stéréotaxique corporelle, RSC, est une technique émergente qui est désormais plus répandue dans la province. Mais c'est une forme de radiothérapie externe. La seule différence est que nous délivrons une dose plus élevée de radiation par jour, sur un nombre plus court de traitements par rapport à la radiothérapie externe, qui peut aller de 20 à 40 traitements. En général, la RSC est administrée en 5 traitements, qui sont généralement effectués tous les 2 jours. Ce traitement est actuellement disponible dans certains centres de BC Cancer, dans le cadre d'un essai clinique. Il est parfois nécessaire d'effectuer quelques procédures supplémentaires avant le début de l'opération afin de nous permettre d'être plus précis. Il peut s'agir, par exemple, d'insérer des repères dans la prostate, qui sont des petits marqueurs de grains qui nous permettent de nous aligner dans la bonne position chaque jour. Parfois, nous insérons également un espaceur, qui est une substance semblable à un gel, entre la prostate et le rectum, afin d'éviter l'irradiation à haute dose du rectum. Un autre aspect du traitement du cancer de la prostate, en dehors de la chirurgie ou de la radiothérapie, est l'hormonothérapie, également connue sous le nom de thérapie de privation endogénique, TPA. La TPA consiste essentiellement à administrer des médicaments, d'abord sous forme de comprimés puis d'injections, dans le muscle ou sous la peau, dans le but de réduire à zéro l'hormone mâle testostérone. La testostérone alimente généralement la croissance des cellules cancéreuses de la prostate. En privant le corps de testostérone, le cancer de la prostate peut être réduit et certaines cellules cancéreuses peuvent être éliminées. Ce traitement est généralement associé à une radiothérapie pour augmenter les chances de guérison. En fonction du risque de cancer de la prostate, la TPA est généralement administrée pendant une période allant de 4 à 24 mois. Elle peut entraîner de nombreux effets secondaires, mais ceux-ci tendent à s'atténuer après la fin de la TPA et au fur et à mesure que la testostérone retrouve son niveau d'avant la TPA.
Il existe également un module séparé qui vous permet d'obtenir plus d'informations sur la TPA et ses effets secondaires, ainsi que sur la manière de les gérer. Dans le cas du cancer de la prostate, notre approche thérapeutique est principalement adaptée au niveau de risque du cancer. Divers facteurs contribuent à cette évaluation du risque, notamment les caractéristiques du patient, les attributs de la tumeur, les taux d'APS, les résultats de l'examen de la prostate et le score de Gleason figurant dans les rapports d'anatomopathologie. En fonction de ces facteurs, le cancer de la prostate peut être classé en 3 catégories: risque faible, risque intermédiaire et risque élevé. Lorsque le niveau de risque augmente, nous combinons généralement les traitements pour améliorer les chances de guérison. Par exemple, dans le cas du cancer de la prostate à faible risque, nous parvenons à guérir le cancer de la prostate avec des traitements à modalité unique, comme la radiothérapie externe ou la curithérapie. Mais au fur et à mesure que nous progressons vers le niveau intermédiaire et élevé, nous ajoutons parfois d'autres traitements dans certaines situations. Par exemple, nous pouvons ajouter une hormonothérapie à court terme à une radiothérapie externe. Ou même, dans le cas d'un risque élevé, nous pouvons ajouter une radiothérapie externe à une curithérapie avec une hormonothérapie. Vous pouvez discuter avec votre médecin de votre catégorie de risque du cancer de la prostate et des modalités de traitement et des combinaisons de modalités qui conviendraient le mieux pour vous traiter. Nous allons maintenant examiner ce que le programme PCSC offre de plus. Le programme de soins de soutien pour le cancer de la prostate est composé de 8 modules différents qui abordent différents sujets pour le cancer de la prostate. La coordinatrice du programme a pour mission d'aider les patients à s'orienter dans les modules du programme en fonction de leurs besoins et de leurs souhaits individuels. Nous sommes conscients que tous les patients ne sont pas nécessairement intéressés par tous les modules et que ces modules ne sont peut-être pas applicables à tout moment à un certain patient. Par conséquent, les patients peuvent sélectionner et choisir les modules auxquels ils souhaitent participer. La plupart de nos modules comportent à la fois une session d'éducation en groupe et un rendez-vous clinique pour des recommandations et des conseils plus individualisés. Il est obligatoire d'assister à nos sessions d'éducation avant les rendez-vous à la clinique, car ces sessions permettent d'acquérir une base solide de connaissances sur le sujet en question. Cette préparation garantit que, lors de votre rendez-vous individuel, vous pourrez vous concentrer sur vos antécédents médicaux spécifiques et recevoir des conseils personnalisés, plutôt que de revenir sur des informations de base. Il est vivement conseillé aux partenaires d'accompagner les patients à ces sessions ou cliniques. En outre, tous nos modules sont disponibles à la fois en personne et virtuellement, ce qui offre une certaine souplesse en matière de participation. Alors que les sessions d'éducation sont exclusivement proposées en ligne, les rendez-vous cliniques individuels permettent de participer en personne ou par le biais de rendez-vous virtuels avec nos cliniciens. Comme indiqué précédemment, notre programme comprend 8 modules distincts que je vais examiner individuellement. Notre deuxième module, Gestion de l'impact des traitements du cancer de la prostate sur la fonction sexuelle et l'intimité, est structuré en 2 composantes principales, une session éducative et un rendez-vous clinique. Au cours de la session d'éducation animée par notre infirmière spécialisée en santé sexuelle, nous abordons les changements physiologiques post-traitement et les effets secondaires sexuels potentiels que vous pourriez rencontrer. En outre, nous explorons une gamme d'options thérapeutiques pour la dysfonction érectile au-delà des traitements conventionnels tels que le Cialis ou le Viagra. Après la session d'éducation et 6 semaines après le traitement, vous pouvez bénéficier de 7 rendez-vous individuels personnalisés avec notre infirmière spécialisée en santé sexuelle et notre médecin spécialiste en médecine sexuelle, le Dr Ryan Flanagan. Au cours de ce rendez-vous, ils examineront vos antécédents médicaux et collaboreront avec vous pour identifier la thérapie ou la solution la plus adaptée à vos besoins. Là encore, ces rendez-vous peuvent être pris virtuellement ou en personne. Nous encourageons vivement votre partenaire à assister à ce module avec vous afin de bénéficier d'un soutien complet. Parallèlement, nous proposons notre clinique en ligne Share Clinic, fruit d'une collaboration avec le groupe True NTH de Toronto. Cette plateforme éducative personnalisée en ligne vous permet d'accéder à du matériel éducatif et de dialoguer avec un conseiller en santé sexuelle quand il vous convient. Elle est conçue pour les patients qui préfèrent apprendre de manière indépendante et travailler à leur propre rythme. Notre troisième module, exercice physique pour les patients atteints d'un cancer de la prostate, est un élément fondamental de notre programme, recommandé à tous les patients pour améliorer leur bien-être et leur santé en général.
Dirigé par un physiologiste de l'exercice certifié, ce module comprend 5 rendez-vous individuels personnalisés pour évaluer les niveaux de forme physique et les besoins en matière d'exercice. Le module commence par une session éducative, au cours de laquelle notre physiologiste de l'exercice souligne l'importance de l'exercice pour les patients atteints d'un cancer de la prostate, en détaillant les types d'exercices spécifiques et la fréquence des exercices recommandés. Ensuite, lors de votre session individuelle avec le physiologiste de l'exercice, celui-ci examinera vos antécédents médicaux et élaborera un programme d'exercice adapté à vos besoins, en tenant compte de facteurs tels que les données anthropométriques et les discussions qui ont lieu lors du rendez-vous. Nous avons inclus un diagramme décrivant le flux et le processus de suivi de la clinique, garantissant des contrôles réguliers tous les 3 mois pendant une période pouvant aller jusqu'à 1 an. Notre 4e module, intitulé Reconnaissance et gestion des effets secondaires liés au traitement de la thérapie de privation androgénique, TPA, s'adresse spécifiquement aux patients qui subissent actuellement une TPA ou à ceux qui envisagent son initiation. Animée par notre infirmière praticienne, la session éducative aborde les médicaments eux-mêmes, leurs mécanismes d'action, leurs indications, leurs effets secondaires courants et les stratégies de gestion de ces derniers. Nous savons que la TPA a un profil d'effets secondaires très différent de ce que vous venez d'entendre à propos de la chirurgie et de la radiothérapie. Nous pensons donc qu'il est important que les patients qui prennent ces médicaments soient conscients des effets secondaires possibles. Cela ne veut pas dire que vous serez atteint par tous ces effets, mais il est important d'être conscient de ce qui peut arriver pendant le traitement. Une fois encore, nous encourageons vivement les partenaires à assister à cette session aux côtés des patients pour bénéficier d'un soutien complet. Pour les patients souffrant d'effets secondaires spécifiques sous TPA, nous proposons des rendez-vous individuels personnalisés avec notre infirmière praticienne. Au cours de ces séances, des stratégies adaptées pour gérer les effets secondaires sont discutées et des ordonnances sont délivrées si cela est jugé nécessaire. Notre 5e module est intitulé Physiothérapie du plancher pelvien pour les problèmes de vessie et d'intestin. Notre clinique de physiothérapie du plancher pelvien est composée de 2 parties, une session d'éducation et notre rendez-vous clinique. Lors de la session d'éducation, notre physiothérapeute s'attache à aider les personnes à comprendre les mécanismes typiques du contrôle de la vessie et de l'intestin, la manière dont le traitement du cancer de la prostate peut modifier ses fonctions et ce qui peut être fait pour gérer les symptômes. En outre, le physiothérapeute parle des exercices du plancher pelvien, également connus sous le nom d'exercices de Kegel, et de la manière d'effectuer ces exercices qui peuvent contribuer à réduire l'incontinence au fil du temps. Si vous souffrez toujours d'incontinence 12 semaines après le traitement, nous vous recommandons de nous contacter pour obtenir de l'aide. Nous nous ferons un plaisir de vous proposer un rendez-vous individuel avec l'un de nos physiothérapeutes pour répondre à vos préoccupations. Nous conseillons généralement d'attendre 3 mois après le traitement avant de prendre ce rendez-vous, car il y a souvent une récupération importante au cours de cette période. Cette approche garantit que le rendez-vous est fixé au moment le plus propice de votre rétablissement. Lors des rendez-vous individuels, nos physiothérapeutes peuvent utiliser la rétroaction biologique pour aider les personnes à apprendre à faire les exercices de Kegel, ainsi que des techniques comportementales et cognitives qui peuvent toutes partie du traitement. Les séances sont individualisées pour répondre aux préoccupations spécifiques de chaque personne. Vous pouvez assister au rendez-vous de la clinique virtuellement ou en personne. Nous savons que l'incontinence urinaire est un effet secondaire courant de la chirurgie. Cependant, il arrive que les patients qui subissent une radiothérapie souffrent également d'incontinence intestinale. Par conséquent, nos physiothérapeutes peuvent aussi vous aider à résoudre ce problème. Notre 6e module, service de conseil, reconnaît les défis émotionnels qui accompagnent souvent un diagnostic du cancer de la prostate. Il est compréhensible que cette nouvelle suscite une série d'émotions telles que la peur, la perte de contrôle, la colère et la tristesse. Nous voulons que vous sachiez qu'un soutien est disponible si vous ressentez le besoin de parler à quelqu'un. Notre conseiller clinique est bien équipé pour faire face à l'impact émotionnel tant au niveau du diagnostic que des effets secondaires du traitement. Ils offrent un espace sûr pour les discussions et permettent de mieux gérer l'impact sur l'identité personnelle et les activités quotidiennes. En outre, ils peuvent vous mettre en contact avec des ressources communautaires pour un soutien continu au-delà des rendez-vous à la clinique. Nous proposons aux patients et à leurs partenaires des rendez-vous privés et confidentiels, gratuits avec votre conseiller. Les patients ont la possibilité de participer seuls ou d'emmener leurs partenaires pour les soutenir. Notre 7e module est intitulé « Gestion des maladies métastatiques »
Il est donné par un oncologue médical ou une infirmière praticienne. Cette session s'adresse spécifiquement aux patients qui ont reçu un diagnostic du cancer de la prostate métastatique. Cela signifie que le cancer n'est plus localisé dans la prostate et qu'il est maintenant propagé à d'autres parties du corps. Au cours de cette session, nous parlerons beaucoup du traitement et des médicaments que les patients atteints d'une maladie métastatique recevront. Et nous comprendrons les caractéristiques de la maladie et l'histoire naturelle de la maladie métastatique. Notre 8e et dernier module est consacré au conseil nutritionnel pour les patients atteints d'un cancer de la prostate, un élément essentiel que nous recommandons à tous les participants au programme afin de promouvoir un mode de vie sain. De nombreux patients s'interrogent sur les choix alimentaires et les suppléments alimentaires à la suite d'un diagnostic du cancer de la prostate. Notre diététiste agréé est une excellente ressource pour répondre à ces préoccupations. Au cours des sessions d'éducation mensuelle, notre diététiste aborde des sujets tels que les aliments recommandés, les restrictions alimentaires, les suppléments et l'importance d'une alimentation équilibrée pour soutenir votre santé tout au long du processus. Pour des conseils personnalisés, les patients peuvent prendre des rendez-vous individuels avec notre diététiste afin de discuter des questions spécifiques ou des préoccupations alimentaires. Les recommandations sont adaptées aux préférences alimentaires de chacun et tiennent compte de tout problème de santé supplémentaire dont vous pourriez souffrir. Il existe d'autres traitements du cancer de la prostate qui ne sont pas abordés dans cette session, comme la cryochirurgie, les ultrasons focalisés de haute densité, UFHI ou HIFU, ou la protothérapie. Nous ne les avons pas couverts pour 2 raisons principales. Tout d'abord, aucun de ces traitements n'est couvert par l'assurance maladie provinciale de la Colombie-Britannique. Par conséquent, pour obtenir ces traitements, il faudrait probablement se déplacer hors de la province, voire hors du pays, et payer de sa propre poche. Deuxièmement, il n'existe pas de données probantes à long terme permettant d'affirmer que ces traitements sont supérieurs à la chirurgie ou à la radiothérapie, comme cela a été évoqué précédemment. Cela signifie que même si des recherches prometteuses ont été menées à court terme, il ne s'est pas écoulé suffisamment de temps pour que l'on puisse juger de l'efficacité de ces traitements à long terme. Toutefois, si ces traitements vous intéressent, je vous encourage à consulter votre médecin pour en savoir plus. Après le traitement, comment savoir si le traitement fonctionne ou non? Vous aurez bien sûr des visites de suivi avec votre chirurgien ou votre radio-oncologue, et lors de ces rendez-vous, ils veilleront à ce que vous fassiez un suivi et un test sanguin pour votre APS. Avec la chirurgie, comme l'APS n'est produite qu'à l'intérieur de la prostate, une fois la prostate enlevée, l'APS devait, en théorie, être indétectable au bout de 6 à 8 semaines. Avec la radiothérapie, ceci est un peu différent car la prostate est toujours à l'intérieur du corps. Et l'APS n'atteint généralement pas un niveau indétectable. Cependant, il existe des seuils que votre radio-oncologue connaît et qu'il surveillera pour s'assurer que votre taux d'APS ne dépasse pas ces seuils. Enfin, si vous présentez des symptômes difficiles après le traitement, votre médecin peut vous apporter un soutien supplémentaire. En cas de récidive ou de réapparition du cancer après le traitement, il existe d'autres options thérapeutiques dont votre médecin peut discuter avec vous. Ces options peuvent inclure la radiothérapie externe de sauvetage, la prostatectomie de sauvetage, la thérapie de privation androgénique et, occasionnellement, la participation à des essais cliniques en cas de récidive. Il convient de noter que le terme « sauvetage », dans ce contexte, indique simplement que ces interventions ont lieu après le traitement initial. En ce qui concerne les essais cliniques, grâce au Vancouver Prostate Center et à BC Cancer, les patients ont accès à des essais cliniques pour tous les stades du cancer de la prostate. Si vous souhaitez poursuivre dans cette voie, il est important de discuter des avantages et des inconvénients de la participation à un essai clinique avec votre médecin, votre famille et vos amis avant d'accepter d'y participer. Si jamais vous êtes sollicité pour un essai clinique, sachez que, quelle que soit votre réponse, cela n'aura pas d'incidence sur la qualité de vos soins. Assurez-vous donc que c'est une décision qui vous convient. Faites le point avec votre médecin sur ce que vous avez entendu dans cette présentation, qu'il s'agisse de votre médecin de famille, de votre urologue et ou de votre radio-oncologue. Si vous êtes intéressé par d'autres ressources, en voici 2 que nous recommandons. Le premier est le Vancouver Prostate Center, dont le site web et la ligne téléphonique pour les patients sont disponibles ici. Le second est le site web BC Cancer, qui contient de nombreuses et excellentes ressources pour les patients. Voici la ligne téléphonique pour les demandes des patients si vous souhaitez communiquer avec eux.
Si vous recherchez un soutien par les pairs ou souhaitez rencontrer d'autres patients atteints du cancer de la prostate qui ont vécu la même expérience, la Prostate Cancer Foundation of Canada, ou Fondation canadienne du cancer de la prostate, organise tous les groupes de soutien par les pairs dans l'ensemble du pays. Si vous visitez leur site web ou les appelez, ils seront en mesure de vous orienter vers le groupe de soutien le plus proche de vous. Ils proposent ces groupes de soutien à la fois en personne et en ligne. Si vous souhaitez réserver des sessions d'éducation ou des rendez-vous en clinique, veuillez contacter notre coordinatrice de programme. Ses coordonnées figurent sur cette diapositive. Merci beaucoup de nous avoir écoutés.